Mesdames, Messieurs, bonsoir et très heureuse de vous retrouver pour ce journal sur les antennes de Numérica Télévision. Au sommaire, 48 heures après la publication du chronogramme de la CENI, le calendrier électoral au cœur de l'actualité, les réactions diverses continuent à tomber. Les uns appuient, les autres rejettent les perspectives de la centrale électorale. Nord Kivu, ce matin, encore des heurts ont opposé à Goma des manifestants aux forces de l'ordre. Voilà les principales articulations de ce journal de ce soir. Mesdames, Messieurs, merci de continuer à nous faire confiance. Direction Nord Kivu, ce matin, la ville de Goma s'est réveillée avec un excès de colère de la population civile qui refuse d'entériner le calendrier électoral de la CENI qu'elle considère comme un coup d'État institutionnel. Des jeunes militants de l'opposition ont barricadé des routes et brûlé des pneus. Selon les sources, ils protestaient contre la prolongation du mandat de Joseph Kabila au-delà de décembre 2017. La police a été déployée pour disperser les manifestants et s'employer à dégager les barricades. Entre-temps, l'ambassade du Royaume de Belgique à Kinshasa appelle les ressortissants belges à la prudence eu égard aux appels de manifestation de l'opposition et de la société civile par rapport au calendrier électoral. La situation politique pourrait rester tendue dans les jours et semaines à venir et pourrait mener des confrontations avec les forces de l'ordre. Dans un communiqué officiel, il leur demande d'éviter les rassemblements, de suivre de près l'actualité et de réduire dans la mesure du possible les déplacements dans les quartiers populaires. Toujours dans le même dossier, le calendrier électoral publié dimanche par la CENI continue à susciter tant de remous au sein de la classe politique. Les réactions se suivent mais ne se ressemblent pas. Pour le député national Willy Makiashi, cadre du Palou, qui s'exprime à titre individuel, le calendrier est réaliste. On écoute Willy Makiashi au micro de Tapilutunu et Eric Kalambaye. Vous, moi, tout le monde l'avait réclamé et le calendrier, il est là. Et donc, nous encourageons, nous félicitons, remercions la CENI qui a ainsi procédé, qui l'avait promis depuis la cité de l'Union africaine. Vous savez, la CENI avait donné presque les mêmes dates. C'était presque les mêmes dates la même année. Et nous avons reçu ici en République démocratique du Congo, Madame Niki, ambassadrice des États-Unis aux Nations Unies. Et nous, pour nous, ne disons pas qu'elle a publié en premier le calendrier, mais selon les repères qu'elle a eus après avoir conféré avec la CENI, en toute réalité, elle avait déjà annoncé l'année 2018 par rapport aux repères qu'elle ramena de la CENI. Et donc la CENI y travaillait déjà, et là, elle a rendu public le calendrier global de toutes les élections de la présidentielle aux élections locales. Donc maintenant, nous devons nous y mettre pour qu'il n'y ait plus de tergiversation. Parce que sinon, s'il y a des contradictions, il faut proposer le vrai. Mais celui-là, il est réaliste aussi, nonobstant le fait qu'il y a des contraintes, parce que les contraintes sont indispensables du fait que l'œuvre est encore en cours. Autre réaction, c'est celle du Fonds républicain centriste. Le coordonnateur de cette plateforme, Chérubin Okende, rejette ce calendrier électoral de la CENI qu'il qualifie de non consensuel et indigeste. Il s'exprime au micro de Félix Ilunga et Shadrach Kabouya. Ce calendrier est loin de rencontrer les aspirations du peuple congolais. Ce calendrier n'est pas consensuel, c'est-à-dire que Corneille Nangaa et ses amis du bureau de la CENI n'ont pas actionné le cadre de concertation avec tous les partenaires au processus électoral. Aujourd'hui, ça fait la honte de la République que quelque temps seulement après le passage de l'ambassadrice Niki Eli, ils se sont activés pour nous produire un calendrier indigeste. Le peuple congolais n'a pas besoin de cette distraction. C'est juste pour la consommation extérieure et la diversion. Et nous sommes là, altiers, nous n'allons pas cautionner cette diversion-là. On ne peut pas accepter la résignation et la fatalité. La politique n'est pas une fatalité. Il est hors de question. Ce n'est pas n'importe quel calendrier que nous pouvons cautionner. Nous refusons cela. Et puis vous dites le schéma du chaos. Qui va apporter le chaos? Ce sont ceux qui tripatouillent aujourd'hui notre ordre constitutionnel, le régime constitutionnel qui a été voulu par le peuple congolais, ou bien ceux
qui sensibilisent le peuple, qui disent au peuple que la souveraineté vous appartient. En revanche, les États-Unis apportent leur soutien au calendrier électoral publié dimanche qui fixe les élections à la fin de l'année prochaine. À Washington, Nikki Haley a approuvé cette échéance. Les États-Unis travailleront avec la communauté internationale pour aider la RDC à respecter son calendrier électoral et nous sommes prêts à assurer que Kabila respecte ses engagements conformément à la Constitution et à l'accord du 31 décembre, a écrit l'ambassadrice des États-Unis à New York. De son côté, la France exige l'application intégrale de l'accord du 31 décembre 2016, notamment en ce qui concerne la tenue des élections en RDC. La France condamne par ailleurs les violences qui jalonnent la période de crise en RDC. Elle appelle à la mise en œuvre des mesures de décrispation politique garanties par l'accord de la Saint-Sylvestre qui appelle entre autres à la libération des détenus politiques. Autre actualité, tête-à-tête, Félix Tshisekedi et Jean-Pierre Bemba ce mardi à La Haye. Le président du Rassemblement de l'opposition et le président du Mouvement pour la libération du Congo envisagent la mise en place d'une large coalition de l'opposition pour obtenir l'organisation des élections en vue d'une alternance démocratique en RDC. Entre-temps, le MLC et ses alliés, l'Union pour la nation congolaise, ont rejeté le calendrier électoral publié dimanche dernier par la Commission électorale nationale indépendante. Ils appellent la population à la vigilance. La déclaration s'est faite séparément en l'absence du rassemblement. De leur côté, les ministres membres du gouvernement Tchibala, issus de l'opposition, apportent leur soutien au chronogramme de la CENI. Ils l'ont fait savoir ce mardi dans une déclaration. On passe à autre chose. Le ministre d'État en charge du budget était lundi à la commission PAJ de l'Assemblée nationale. Pierre Kangoudia donnait le point de vue du gouvernement par rapport à l'impact du secteur des mines dans les recettes de l'État. Les détails avec Anita Kangoudia et Tapi Lutoun et Eric Kalambaye. Devant les députés nationaux, membres de la commission PAJ, le ministre du Budget a donné les éclaircissements sur l'impact du secteur des mines dans le budget. Pour Pierre Kangoudia, l'actuel code minier doit être révisé. Je viens de bénéficier de 24 heures pour aller parcourir toutes les questions qui ont été posées de manière à porter la réponse demain. Voilà en quoi a consisté cette séance que je viens de se terminer. Par rapport à ce secteur. Mais nous avons exprimé, nous avons donné l'impact et nous pensons qu'aujourd'hui, il est impératif que nous allions vers la révision du code minier de manière à augmenter son impact sur la vie économique et financière de notre pays. À en croire le ministre des Mines, la révision du code minier vise à permettre à l'État congolais de tirer les bénéfices raisonnables de l'exploitation minière. En séjour dans la province du Congo central, le ministre d'État et ministre de la fonction publique a posé un acte social au bénéfice des parents internés au centre médical et maternité Saint-Sacrement Belvédère. Michel Bongongo a pris en charge les frais d'hospitalisation d'une vingtaine de personnes. La suite en images. C'est en sa casquette de président des Théophiles, une association de bienfaiteurs de l'Église catholique, que le ministre d'État, Michel Bongongo, s'est rendu au centre médical Saint-Sacrement de Belvédère, situé dans la commune de Mvouzi, pour un reconfort moral. Michel Bongongo a payé les frais d'hospitalisation d'une vingtaine de malades. Le Théophile est en partenariat avec le gouvernement. Tout ce qu'on est en train de faire ici, comme réhabilitation, tout ça, c'est sur instruction du chef de l'État. Et ce que je viens de faire aussi, le chef de l'État m'a demandé, quand j'arrive ici, que je puisse venir, ce qu'on a pu faire pour ce centre, et qu'on puisse donner une contribution
pour payer les factures des malades. Donc j'ai deux casquettes, je suis membre du gouvernement et aussi président de Théophile. C'est le Seigneur qui m'a demandé de faire ça et c'est le Seigneur aussi qui m'a envoyé au gouvernement pour que je puisse travailler avec le président Kabila. C'est l'œuvre de Dieu, comme le dit si bien le ministre Bongongo. Les bénéficiaires ont eu les mots justes pour le remercier. Nous sommes très heureuses de l'arrivée de papa dans cet hôpital. Il a pu payer pour nous les frais d'hospitalisation. Que le Seigneur le bénisse abondamment. Ce centre existe depuis 1993 et a une capacité d'accueil de 52 lits. Retour à Kinshasa, enrôlement des électeurs, le ministre d'État, le ministre de la Justice et garde de Sceaux, Alexis Tambwe-Mamba, demande à la Commission électorale nationale indépendante d'enrôler le député Franck Diongo, détenu à la prison centrale de Makala. Les agents de la CENI avaient refusé de l'inscrire sur les listes lors de leur passage au centre pénitentiaire de rééducation de Kinshasa, ex-prison de Makala. Alexis Tambwe-Mamba a confirmé qu'aucune mesure légale interdit l'enrôlement des personnes condamnées et détenues dans les établissements pénitentiaires. Le 7 novembre, on célèbre la journée internationale de l'écrivain. À Kinshasa, les jeunes auteurs se sont retrouvés au centre Wallonie-Bruxelles pour réfléchir sur les enjeux de cette journée. Kelly Yoka et Jires Chimanga pour le reportage. Comment assurer la relève de la vieille génération d'écrivains qui ont marqué la littérature congolaise dès le lendemain des indépendances? Les noms d'Antoine Roger Bolamba, Moudimbe, Georges Ngal ou encore les cas d'Imanzunji, Mouchete, Zamenga et autres Nikanza, Mobiem ne sont plus connus que des initiés aujourd'hui grissonnants. À l'inverse des anciennes colonies de la France où fleurit une littérature mondialement reconnue, tel le Congo-Brazzaville avec ses Henri Lopez, Soni Labou, Tanzi, Shikaya ou Tamsi et Alain Mabankou, le défi à relever est de taille. Ces congrès organisés aujourd'hui avaient entre autres pour but de rassembler, sinon réunir tous les jeunes auteurs congolais afin de signaler à la face du monde, sinon à la face du pays, toutes les contributions, en tout cas tout l'apport majeur que ces jeunes qui écrivent ont apporté à la littérature congolaise. Les jeunes auteurs et écrivains congolais réunis en congrès ouvert ce mardi ambitionnent une refondation et un départ nouveau. Nous avons parlé des années de gloire où nos aînés écrivains ont eu à impacter le pays, l'Afrique, mais aussi le monde à travers leurs plumes. Il a fallu, bien entendu, essayer d'encourager ces jeunes écrivains qui sont butés à beaucoup de difficultés en tout cas. Dans un pays dépourvu de maisons d'édition diversifiées, les encouragements d'écrivains confirmés aideront la génération montante à relever le défi de revivifier une culture du livre jadis florissante. La conférence des Nations Unies sur les changements climatiques COP23, on est à son deuxième jour. Les assises de Bonn se tiennent sous les auspices d'une bonne et mauvaise nouvelle. La bonne, la NASA annonce que le trou dans la couche d'ozone se réduit sensiblement. La mauvaise est que 2017 sera l'année la plus chaude hors les périodes El Niño. La délégation congolaise est présente dans l'ancienne capitale d'Allemagne fédérale avec un dossier précis, l'évacuation et le traitement des déchets dans la ville. Mouine Mouroufel pour le commentaire. La COP23 ou la conférence des Nations Unies sur les changements climatiques aurait dû se tenir initialement aux îles Fidji. Mais des raisons logistiques ont rapidement mis en évidence la difficulté d'inviter plus de 2500 délégués dans ce minuscule archipel du Pacifique. D'où sa délocalisation dans l'ancienne capitale de l'Allemagne fédérale. Néanmoins, la conférence de 10 jours est présidée par le Premier ministre fidjien, dont le petit archipel figure sur la liste d'États insulaires menacés de disparition par la montée des eaux des océans. Parvenir à contenir l'augmentation du réchauffement de la température ambiante à 2%,
tel qu'arrêté lors de la COP 21 de Paris, sera l'enjeu majeur des discussions. La République démocratique du Congo est bel et bien représentée à Bonn, quoique son cahier de charges n'ait pas été formellement dévoilé. Cependant, la question de la gestion des déchets ménagers dans les villes et leur valorisation comme matière première industrielle sera à l'ordre du jour de la communication des délégués congolais. L'accumulation des ordures dans les grandes métropoles est génératrice de gaz à effet de serre sur une grande échelle. La ville de Kinshasa génère à elle seule plus de 10 000 tonnes d'ordures ménagères mensuellement. L'absence d'une politique rationnelle d'assainissement après la fin de la coopération de l'Union européenne a vu essaimer dans la ville capitale des foyers d'insalubrité propices à l'apparition cyclique des maladies dites des mains sales, à tel point que l'hôtel de ville vient de proposer la création de nouvelles taxes destinées à financer l'enlèvement des déchets, taxes qui seraient incluses dans la facture de consommation d'eau de la régie des eaux. Le gouverneur de la ville a même adressé au gouvernement central une demande de 12 millions mensuels. Pourtant, la conférence des Nations Unies sur les changements climatiques dispose d'un fonds destiné au financement de l'opération. On fait savoir qu'à condition d'élaborer des projets concrets, Lubumbashi bénéficierait d'1 million de dollars contre 5 millions pour Kinshasa. Avec ses 80 millions d'hectares de forêt, la République démocratique du Congo reste le deuxième poumon à oxygène de la planète après l'Amazonie. L'instabilité chronique, la corruption et l'absence d'une volonté politique font perdre au pays des opportunités d'engranger des dividendes disponibles en matière de rémunération des puits de carbone. Une légèreté marquée par le fait que Kinshasa a ratifié les résolutions de la conférence de Paris un mois seulement avant les assises de Bonn. Merci Mouine Mouroubfel pour toutes ces précisions. Le Forum mondial de la jeunesse se poursuit en Égypte. Des centaines de jeunes de différents pays réfléchissent depuis dimanche autour de 3 concepts clés: la paix, la créativité, le développement. La RDC figure parmi les 52 délégations présentes à ces assises. La délégation congolaise est conduite par le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, je voulais dire, Emmanuel Chadari. C'est le président égyptien Abdel Fattah al-Sisi qui a ouvert ses travaux en présence de quelques chefs d'État et de gouvernement. Élisée Manfou pour le commentaire. Près de 3000 jeunes, garçons et filles venus des 113 pays du monde prennent part à ces travaux. Jeunes et décideurs échangent et discutent entre autres sur la menace terroriste, les changements climatiques, les migrations irrégulières de jeunes, la créativité des jeunes et le dialogue. Présent également à ces forums, le représentant du secrétaire général des Nations Unies a exhorté les jeunes à contribuer à l'avènement d'un monde meilleur. Le président Al-Sisi a demandé à la jeunesse de combattre le terrorisme et il a dit que combattre le terrorisme, c'est défendre le droit de l'homme. Et je crois que cette citation va rester célèbre pendant beaucoup de temps, tant que nous devons toujours continuer à combattre. Pour rappel, le Forum sur la jeunesse est une plateforme d'expression libre des opinions des jeunes sur la marche du monde. La jeunesse congolaise prend elle aussi part active à ce forum. On reste en Égypte où le chef de l'État Abdel Fattah al-Sisi a déclaré ce mardi qu'il ne compte pas faire entorse à la constitution égyptienne dans l'optique d'un 3e mandat. Lors d'un entretien avec la chaîne CNBC, l'ancien maréchal au pouvoir a exprimé son intention de se plier à la volonté des Égyptiens. Je ne m'imagine pas rester au pouvoir un jour de plus contre la volonté des Égyptiens, a-t-il fait savoir. Retour dans la capitale congolaise, prenons à présent la page des sports. 3 résultats nuls ont sanctionné les matchs de la 7e journée du championnat de l'entente provinciale de football de Kinshasa. Un but partout entre Air Brousse et Bellor Academy. Autant pour les jeunes sportifs de Kinshasa et Indimou, mais un nul vierge entre la jeunesse sportive de Tchangou et le leader ASPJSK. DST-PJSK, 2 équipes aux allures d'une famille sans aucune complaisance. C'était lundi au stade Tata Raphaël. Paul Cazozo et Théodore Chitelier pour le compte rendu.
Rien à mettre sous la dent aux 45 premières minutes dans ce match de la 7e journée du championnat de Pefkin. Match entre l'AS PJSK en rouge et noir, propriété du général Amissi, le numéro 1 de V Club, et en vert et noir la JST des Trésors Kimbuta, lui-même sympathisant de V Club. Question simple, est-ce une partie en famille? Nullement, juste un match entre deux équipes qui ont des affinités. C'est vrai que nous avons certaines affinités, le président était un proche, et voilà, c'est tout. Le football, on se décide qu'à la 90e minute. Avant ça, on ne peut pas pronostiquer. On ne sait pas, il suffit d'un but et tout change. En famille ou pas, avec ou sans affinité, les joueurs ont bien mouillé les maillots, mais les 22 acteurs ont manqué d'inspiration. D'où le nul vierge entre les deux équipes au dernier coup de sifflet. Un nul loin de tout calcul familial, ont soutenu les personnes interrogées. Non, il y a un match en famille. Tu as vraiment photos à 3 points. Tu as gagné Nourdine. L'autre, il faut 3 points pour tu as toujours en tête à classement. Tu as moins quart, mais dès le football, à limiter, résister ça les matchs ça va quand même dans le score. Non, pas un match de famille. Pas un match de famille, sauf que nous avons notre objectif et aussi leur objectif. S'il y a des relations entre notre président et leur président, ça c'est votre problème, nous on fait notre travail. Ce qui est match à famille, il y a eu des poteaux, il y a eu des tirs, ça n'a pas marché. On a partagé un point. Comme vous dites que c'est familial, moi je ne pense pas que c'est familial. En fait, le lundi 6 novembre 2017 était un jour de nul. Un but partout entre Airbrousse et Bellor. Pareil pour la jeunesse sportive de Kinshasa et Dimou. Enfin, 0-0 entre la JST, la jeunesse sportive de la Tchangou, et PJSK, Patrick, José, Sofia, Kumba. PJSK, le leader avec 18 points, en 8 sorties, 2 points de plus que la JSK, classée 2e. Bellor se positionne en 3e rang avec 13 unités. Mesdames, Messieurs, c'est ici que prend fin ce journal. Merci de visiter notre page Facebook Numérica TV officielle. En tout cas, merci de votre particulière attention accordée à ce journal. Je vous souhaite bonne suite de programmes sur Numérica TV et je vous retrouve le jeudi pour un autre journal. D'ici là, portez-vous bien et très bonne suite de programmes sur nos antennes. Au revoir.